Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau top 10, c'est le classement des motos les plus belles du monde. Il n'y a pas longtemps, on vous a sorti le top 10 des motos les plus moches, alors on s'est dit que pour contrebalancer, pour équilibrer, on allait faire celui des motos les plus belles. Par contre, on s'est rendu compte que si pour les motos moches, ça faisait à peu près consensus, eh ben c'était pas du tout le cas pour les motos belles, dis donc. Donc clairement, ce top, il va être encore plus subjectif, et on sait qu'il y aura forcément des rageux qui vont pas être d'accord avec, qui auraient un top à eux, qui auraient rien à voir. Devinez quoi? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est mon top à moi, mais bon, je vais quand même vous expliquer avec des arguments pourquoi ces motos-là et pas d'autres. On est bon alors? Eh ben c'est parti. Pour pas changer, on va attaquer ce top avec un truc soft. Exactement. Enfin, soft, pas tout à fait. Épuré, je crois que ce serait plutôt le bon mot. En tout cas, un modèle qui a marqué les esprits et qui a défini à elle seule toute une catégorie de motos, c'est la Ducati Monster. Imaginez, on est fin 92, la plupart des motos portent encore les stigmates du style des années 80, les lignes sont pas très harmonieuses, c'est carré, la plupart elles ont des gros culs. C'était la mode à l'époque. Et là, débarque une moto équipée du strict minimum. Un cadre tubulaire, un phare rond, deux roues, un moteur. On est vraiment dans l'essence de la moto, Les éléments de carrosserie sont minimalistes, les courbes elles sont sensuelles, bref, c'est magnifique. D'ailleurs, un jour je vous raconterai comment elle est née celle-là. En tout cas, la Monster, en plus de lancer la mode des roadsters, elle va avoir une carrière incroyable. Elle va être déclinée dans plein de cylindrées différentes, des versions plus ou moins sportives et connaître deux évolutions stylistiques majeures. Une en 2008 avec l'arrivée de la 696 et une en 2014 avec l'arrivée du modèle 1200. Moi, ma préférée, ce serait plutôt la S4R de 2003, celle avec son superbe monobras tubulaire, ses échappements latéraux et son moteur de 996 qui déborde littéralement du cadre. Alors la suivante, on passe sur quelque chose d'un peu plus énervé, mais c'est marrant parce qu'elle a été dessinée par Miguel Galuzzi. C'est un designer argentin. Oui. Et c'est aussi lui qui a fait la Monster. Je raconte mal. Oui. Bref, on est à la toute fin des années 2000. Aprilia, ils veulent frapper un grand coup dans le monde des sportifs ou la lutte fait rage. Et ils arrivent avec ça, la RSV4 Factory. En gros, c'est une machine de course homologuée. Il y a un moteur V4 rageur. Il y a un châssis de folie avec des éléments, les suspensions Öhlins, tu as le freinage Brembo. Tu peux bouger la position du bras oscillant et du moteur dans le cadre. Le truc super utile, tout le monde s'amuse le dimanche à bouger la position de son moteur et de son bras oscillant pour répartir les masses dans le cadre. Sans oublier bien sûr une plastique aussi agressive que minimaliste. Non mais vous avez vu ce cul d'égoïste là? Mais elle n'est pas que belle, en compétition elle va aussi tout éclater. En Superbike elle va être championne du monde en 2010, 2012, 2014. Et sur route elle va connaître aussi pas mal d'évolutions et de versions. C'est-à-dire qu'elle commence en 2009 avec un 1000 cm3 de 180 chevaux pour avoir aujourd'hui un 1100 cm3 dans la toute dernière version Factory qui délivre 217 chevaux. Et vous voulez un signe qu'elle a sa place dans ce top 10? Plus de 10 ans qu'elle est au catalogue, elle n'a pas bougé esthétiquement. Allez, ok, ils ont rajouté une paire d'ailerons, mais c'est normal, sinon elle s'envole. Numéro 8, maintenant on va parler d'une moto bien de chez nous. Dans notre top des motos moches, disponible ici, j'avais largement taillé la Vauxhall VX10, la pauvre. C'était le dernier modèle à être sorti de l'usine d'Issoire avant la disparition de la marque en 2010. Mais comme je l'ai dit, le reste de la gamme, il était vraiment réussi, et en particulier la sublimissime Black Magic de 2004. Une moto qui sentait bon les cafés racers anglais des 60s, mais avec un vrai moteur et une partie cycle sérieuse qui permettait vraiment d'envoyer du lourd. Esthétiquement, c'est simple, il n'y a rien à jeter. Les lignes du réservoir, elles sont harmonieuses. La partie arrière, entre son petit cul pointu et ses échappements hauts, elle est parfaite. D'ailleurs, c'est tellement dommage de jamais en croiser, mais bon, faut se remettre dans son contexte. À l'époque, elle était vendue 15 000 €, ce qui était énorme en 2004. Et c'est triste de se dire qu'aujourd'hui, BMW vend des wagons de 90 à ce prix-là. Comme d'hab, trop en avance Vauxhall. Je connais cette théorie. Oui. Peut-être qu'un jour on arrivera à réhabiliter la VX10. No God! Moto suivante maintenant, et comme pour la Monster qui a ouvert la voie des roadsters, on va voir celle qui a ouvert la voie des sportives modernes, la Yamaha YZF R1 de 1998. Elle, quand elle est débarquée, c'est simple, tout le monde a mangé un énorme direct de Mike Tyson en pleine tête. Pour rappel, en face, il y avait ça. Alors avec sa silhouette toute fine, son arrière taillé à la serpe et ses performances de premier ordre, elle s'est tout de suite imposée comme le nouveau standard dans le monde des sportives. Bon, un standard qui a failli pas le devenir quand même.
Pour la faire courte, le projet a été lancé au début des années 90 pour remplacer la FZR 1000. Et même si dès le départ, les Japonais étaient d'accord pour y mettre vraiment les moyens, ils ont commencé un peu à méchamment rétro-pédaler. Donc heureusement, il y a toutes les filiales européennes, Yamaha France en tête, qui ont poussé pour que la R1 devienne ce qu'elle est devenue. Bravo. D'ailleurs, au final, Yamaha était tellement sûr de son coup qu'ils avaient même osé faire une pub qui disait « Dans 10 ans, vous la trouverez comme les autres ». Bah, le pire, c'est que ça marche même 20 ans après. Allez, retour en Italie maintenant avec l'un des plus beaux roadsters jamais créés, la MV Agusta Brutal 750. Celle-là, elle est née du coup de crayon du plus grand designer italien de tous les temps, Massimo Tamburini. Mais lui, on y reviendra un peu plus tard. Non mais regardez-moi ces lignes, à la fois agressives, sensuelles. On a un 4 cylindres qui est enserré dans un cadre tubulaire comme s'il était enfermé dans une cage. On a des échappements hauts qui laissent bien dégager la vue sur la jante en étoile. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment le genre de machine qu'on peut détailler pendant des heures sans jamais se lasser. N'importe quelle pièce sur laquelle on va poser son regard, on sait que son style aura été longuement travaillé. D'ailleurs, jusqu'à récemment, le style restait vraiment très proche de la toute première sortie, finalement il y a presque 20 ans. Ça, jusqu'à la dernière, la 1000 RR. Alors, on garde un peu l'esprit, mais on dirait qu'elle a subi une espèce de cure de stéroïdes. Franchement, ça en devient presque vulgaire là. Là, on arrive au choix, je crois, le plus critiquable de stop. Et en même temps, c'est normal parce que c'est le plus personnel. C'est une japonaise, c'est une sportive. C'est la Suzuki GSX-R 1000 de 2005. Alors oui, le premier modèle sorti en 2001 mérite peut-être plus cette place, de même que d'autres sportives japonaises de cette époque. Mais pour moi, c'est le plus mythique, le plus violent, le plus réussi, le plus tout ce que vous voulez de toutes les GSX-R 1000. Alors déjà, quand elle sort, elle met une claque à tout ce qui roule. Elle est puissante, elle est légère, le caractère moteur est explosif et elle va finir championne du monde Superbike dès la première année aux mains de Troy Corser, qui va même signer quelques doublés avec son coéquipier Yukio Kagayama. Bon, après, sur le plan du design, je sais, c'est plus subjectif évidemment, et il y a un élément qui est vraiment critiquable, c'est son pot d'origine. Je sais, il est horrible, mais bon, tu mets un petit Yoshimura tri-ovale court comme ça, la moto, elle est parfaite. Ça colle parfaitement avec le reste des lignes qui sont assez triangulaires en fait. Et ces lignes, j'ai beau les connaître par cœur, j'arrive pas à m'en lasser. Plus moderne et agressive que celle des modèles précédents, plus harmonieuse et épurée que celle des modèles suivants. Voilà pourquoi pour moi c'est la plus belle et ça reste ma préférée. Allez, on passe à la suite maintenant avec un custom. Mais c'est pas une Harley ni une Indian. Alors non pas que je trouve les américaines moches, loin de là, mais elles peuvent juste pas rivaliser avec ça. La Ducati X Diavel. Alors en 2011, quand la première Ducati Diavel est sortie… Le Diavel. Quoi? On dit le Diavel, c'est même Ducati qui le dit. C'est masculin, c'est ça? Genre c'est la moto, elle a une paire de couilles. Bon, le Diavel si tu veux. Bref, quand le Diavel est sorti en 2011, moi je n'étais pas plus fan que ça, je sais qu'elle a beaucoup plu, mais moi je trouvais pas ça très harmonieux, c'est gros, c'est rond, voilà quoi. Et puis en 2016, boum, le X Diavel. Le même esprit, la même moto, mais en plus fin, tu vois. Et puis surtout plus travaillé. Regardez les caches moteurs, regardez le design de la jante arrière, regardez le petit échappement sous le moteur, c'est trop beau quoi. Je trouve juste dommage son positionnement un petit peu trop custom là, avec les commandes en avant et la transmission par courroie. Sinon, je signais direct. Ouais, enfin bon, t'as pas les moyens. Ouais, t'as besoin de me le rappeler. D'ailleurs, on attaque le top 3 maintenant avec une moto où j'aurai encore moins les moyens. Peut-être la plus américaine des motos françaises, la Avinton Roadster. Connais pas. Bon, la Shelby Cobra, vous connaissez, une petite caisse anglaise légère équipée d'un énorme V8 bien américain pour tout arracher là. Et la Avinton, c'est tout simplement son équivalent sur deux roues. Elle est conçue et assemblée dans le sud de la France, mais elle reprend ce qui se fait de mieux au niveau européen pour sa partie cycle. On a des jantes Marchesini, on a un freinage Béringer, et en son cœur, elle a un monstrueux V-twin SNS qui déborde de couple. D'ailleurs, puisqu'on parle de SNS, on est toujours chez Holiday Shop et ils sont en train d'en préparer un de SNS. Il est juste là. Il va aller dans un projet qui va faire très mal. Alors si j'étais vous, je m'abonnerais vite à leurs réseaux sociaux et vous n'allez pas le regretter. Bref, la Avinton, elle est courte, elle est trapue, elle est musclée, elle a une admission d'air à clapper et elle a des peintures à bandes. Tout ce qu'il faut pour en faire vraiment une pure muscle bike et c'est pour ça qu'elle est dans mon top 3. À la deuxième place, mesdames et messieurs, suspense, la Ducati 996. Oh, et j'entends déjà les puristes qui crient au scandale.
non, elle n'est pas première et non, j'ai pas mis la 916, tout simplement parce que j'aime pas ces jantes 3 branches. Je préfère les jantes à 5 branches Marchesini qu'on trouve sur la 996 à partir de 2000 et sur la 998 si on veut aller par là. Bon, sinon on est d'accord pour dire que ce design c'est juste l'un des plus beaux de toute la production moto, hein. Il est à la fois sensuel, sportif, on a une belle robe écarlate rouge là qui éveille les sens. Ça me provoque des envolées lyriques. Cette moto elle a donc été dessinée par Massimo Tamburini qui nous a malheureusement quittés en 2014. Ce qu'il disait à son sujet, c'était que le plus gros challenge dans sa conception, ça avait été de créer le double optique. Parce que tout le monde lui disait que des optiques aussi fins, ce serait impossible à industrialiser. On peut que le remercier d'être allé au bout de sa vision, surtout quand on voit ce qu'il a fait ensuite. Et voilà, ça nous amène au numéro 1, le chef-d'œuvre absolu, la préférée d'entre toutes pour moi, la MV Agusta F4. Ouais, la même que celle qu'on voit dans Dark Knight. Ouais, on a fait une vidéo là-dessus. Alors là aussi, je vais avoir une petite préférence pour la 1000 qui est sortie après la 7,5, principalement pour des raisons esthétiques, des couleurs, etc. et puis des performances un petit peu meilleures. Mais sinon, c'est exactement le même look. C'est à nouveau à Tamburini qu'on doit ces lignes et lui aussi la considère comme sa plus belle œuvre. Il la préfère même à la 916. D'une part, parce que sa genèse elle a été un peu plus passionnante que celle de la Ducati. On parle quand même d'un développement moteur en collaboration avec Ferrari. Voilà, excusez-moi. Et puis surtout parce qu'ils sont partis d'une feuille blanche. Il avait vraiment carte blanche. Alors que pour la Ducati, il avait dû composer avec une base existante, ce qui imposait certaines contraintes. Perso, même si j'ai un petit peu de réserve sur le feu avant, je trouve tout le reste absolument sublime. Et cette partie arrière là, avec ses 4 échappements, c'est une cathédrale. Franchement, cette moto, à voir en vrai, elle est juste incroyable. Et surtout, j'ai eu la chance il y a 10 ans de rouler avec sur route et sur circuit avec une 1078 RR 312. 312, c'est pour la vitesse maxi. Dedans, c'était un 4 cylindres de 190 chevaux qui pétait à la gueule. Le châssis, il était d'une rigidité, j'avais jamais connu ça. Bref, c'était fou. C'est vraiment la moto que je rêve d'avoir un jour dans mon garage. Ça et une GSX-R 1000K5. Oui, on a compris, c'est bon. Voilà, c'est tout pour ce top 10. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à partager la vidéo aussi autour de vous, et puis bien sûr à vous abonner et à activer la cloche pour les prochaines vidéos à venir. Sinon, nous c'est toujours pareil, on se dit à dans 2 semaines, et en attendant, on est toujours sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour des news et des blagues de merde. Allez, à bientôt sur Motorcycle. À quel point j'aime la GSX-R 1000 de 2005 ?